Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Multi-21, le podcast qui donne la parole à des gens qui sont bien trop peu compétents pour ça. Aujourd'hui, on va vous parler de ce fameux Grand Prix d'Australie 2024 de F1 et pour m'accompagner, j'ai l'inénarrable, l'ineffable, le fameux Pierre Vasselet. Salut Pierre, comment tu vas? C'est trop d'honneur, salut à tous. Oui, ce soir on est que deux, voilà. Clément nous a gentiment laissé les clés de la boutique. C'est ça. Donc Alors je sais pas, je crois qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je crois qu'il ne voit pas le cirque arriver. Ça lui servira je peut-être pense de que leçon. quand il va revenir, il va juste voir que c'est un joyeux bordel, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est la première et la dernière fois. Écoute Pierre, sans transition, je te propose d'attaquer. Alors pour une fois, pour tout vous dire, chers auditeurs, on n'a pas forcément préparé l'émission. C'est vrai qu'avant on discute beaucoup en off de nos petits points de vue, mais là c'est pas le cas. On a voulu, comme on n'était que deux, on a voulu faire un peu plus spontané. Et Pierre, si tu le permets, j'ai envie de te lancer tout de suite sur un sujet. Ce Grand Prix d'Australie 2024, bon. C'est quand même un Grand Prix qui était pas banal dans le contexte de ces deux dernières saisons là depuis 1 an et demi, 2 ans. C'était quand même assez extraordinaire, non? Ah bah, enfin. Oui, enfin, non, on peut le dire, on peut le dire. On avait déjà eu Singapour l'année dernière, mais là, Oui. un Grand Prix où il n'y a pas une seule Red Bull sur le podium, où on a Pérez qui finit 5e, mais qui finit super loin. Ça fait plaisir, quoi. Voilà, là enfin. Parce que Pérez finit quand même à 56 secondes du vainqueur. C'est énorme, énorme. Voilà, même, comment dire, même s'il y avait un suspense et en même temps pas trop de suspense, ça change de la routine de d'habitude où on a un gars avec une voiture où c'est marqué, avec une voiture estampillée du numéro 1 qui prend en 2 tours 4 secondes d'avance sur tout le monde et qui après gère quoi. Donc, Exactement. donc Non, tu as raison. moi en tout cas, il était un petit peu tôt, hein, donc je pouvais pas crier et hurler, voilà, mais en tout cas, quand Sainz a passé Verstappen, ça a été hurrah, hein. Ouais, ça doit être à peu près au troisième tour. Moi, je te cache pas C'est que de ça. mon côté, j'étais pas encore couché. Alors ça m'a remis, ça m'a remis un peu plus dans le bain. Je me suis dit bon allez, je vais piquer du nez au bout de 10 minutes là. Et finalement, ça m'a remis dans le bain. J'ai passé ma deuxième partie de soirée devant le Grand Prix, on peut le dire, le Grand Prix qui était à 5 heures du matin. C'est Ce ça. qui est aussi à noter, je trouve, parce qu'on sans vouloir faire mon vieux, moi je me rappelle il y a plus de 20 ans quand je me levais à 4 heures du matin, pour moi est problématique pour la visibilité des pilotes. Et on l'a vu l'année Les dernière 4 dans le heures cas du de matin, multiples ouais. interruptions de course, la possibilité d'enregistrer ou de regarder en différé, etc. C'est plus un problème maintenant les horaires matinaux. Je préfère qu'on respecte l'horaire du pays où on est et aux gens de s'adapter, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens dans notre cas, etc. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Tout à fait d'accord. Ça là-dessus, il n'y a pas, y a pas à tergiverser. Et puis, ça a aussi son petit charme. Moi, personnellement, il a vraiment fallu que je me motive pour me réveiller. Parce que quand on suit la tendance des 2 dernières années, on peut se dire que, bon, voilà, ça risquait d'être assez analogue à ce qu'on avait vu pendant les 2 premiers Grands Prix. Après, ceci dit, l'Australie, c'est quand même connu pour réserver son lot de surprises. Et là, je sais pas pourquoi. Voilà. Je me suis quand même levé. Je me suis dit, bon, allez, je me force un peu. Je vais regarder les 10-15 Ouais. premiers tours. On regarde un petit peu. Et puis sinon, on retourne faire dodo. Ouais, c'est ça. Mais en fait, et tu vois, c'est un peu bête, mais le fait d'avoir ce Grand Prix là, qui soit un horaire matinal et qui, comme tu l'as dit, nous réserve toujours plein de surprises. Il y avait un petit côté un peu épicé à l'époque où on l'avait en premier Grand Prix de l'année, parce Exactement. que on savait qu'il allait se passer des choses. On avait aussi à l'époque une période où la fiabilité était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Mais tu vois, imagine si ce Grand Prix-là, on l'avait eu en premier Grand Prix de l'année. Je pense que c'était fantastique et c'était bon. On aurait été très déçus par la suite parce qu'on aurait eu un Bahreïn en deuxième Grand Prix. C'est bon, on était tous 6 pieds sous terre. Mais Mais tu vois, il y avait ce côté un peu magique, je trouve.
d'avoir un Grand Prix très très tôt où il s'est passé plein de choses, où on a donc Verstappen quand même pour dire ce qui s'est passé, Verstappen qui se fait passer par Sainz au deuxième tour et qui en fait il s'avère qu'il a un problème de frein. Il a un étrier arrière droit qui reste grippé sur son frein et donc ça lui donne un comportement très bizarre sur sa voiture. Et au fur et à mesure, l'ensemble chauffe jusqu'à prendre feu Ça complètement. fait de la fumée, etc. Et puis, Ouais, mais ça prend feu même. Ouais. Ça prend feu. Et tu vois, le pneu, il est complètement carbonisé à la fin. Il y a même une mini explosion, j'ai envie de dire, là, dans le système de freinage qu'on voit quand il rentre au stand. Et donc, il a pas le choix que de rentrer au stand et d'abandonner après seulement 3 tours. Et il met pied à terre. Ce qui était vraiment incroyable. Improbable. Et ce qui montre que cette machine Red Bull, elle peut s'enrayer. Ça arrive. Finalement même eux ne sont pas infaillibles et franchement ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de voir que les grands titans de ce sport finalement peuvent aussi trébucher. Mais on voit aussi quand même que chez Red Bull finalement depuis quasiment le début ou même quand ils ont commencé à gagner en fait la mentalité elle n'a absolument pas changé, c'est-à-dire il y a le problème d'étrier de frein de Verstappen. Tout de suite, sans chercher, il y a Red Bull qui a quasiment qui a presque tout de suite incriminé Brembo. Oui, ça c'est de la faute à ça Brembo. fait partie du jeu aussi. Après, voilà. Alors que la logique aurait peut-être voulu d'abord mener une enquête et peut-être incriminer le fournisseur si en effet il s'avère que le fournisseur a fourni un matériel défaillant. On avait eu la même chose en 2012 avec les alternateurs. Les fameux alternateurs 1, 2 et 3, que l'on salue au passage s'ils nous écoutent. Qu'on ne remerciera jamais assez. Ouais, mais d'ailleurs, par rapport à cette historique Red Bull et cette, legacy, je sais plus le dire en français, l'heure est tardive, excusez-moi, cette tradition Red Bull, on va dire, on remarque aussi autre chose, c'est que Verstappen, certes, a eu son problème, mais où était Perez ? Pourquoi la deuxième Red Bull n'est pas en embuscade lorsque la première a des problèmes? C'est ça qui m'a le plus frappé aussi dans cette course, quoi. Alors il y a 2 ans, Perez il était existant, c'est-à-dire si Verstappen rencontrait un petit problème ou un truc comme ça, bizarrement la Red Bull de Perez elle se transformait. Tu te demandais même limite si au moment du pit stop il changeait pas le pilote, mais on n'en était pas là. Non mais c'est vrai ce que tu dis et je pense qu'il y a eu des épisodes successifs à partir de la deuxième moitié de 2022 qui font que Perez encaisse les coups encore et encore et encore, et même sur les circuits où il était censé être très très fort comme les circuits urbains, il fait plus les différences, il fait plus illusion, et sur un circuit un peu plus classique, même si c'est vrai que Melbourne est un semi-urbain, bon, on roule pas non plus entre les murs. Il y a quand même, enfin, il est vraiment entre deux chaises, si je puis dire. Perez était pas là, quoi. Encore une fois, Perez, il finit à 56 secondes du leader. Je sais pas si, sans le problème de Verstappen, le vainqueur aurait été le même. Et justement, ça, je voulais qu'on en parle. Mais finir à 56 secondes du leader quand tu es dans la meilleure voiture du plateau, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est beaucoup trop loin. Et justement, puisqu'on en parle, ce vainqueur, la Carlos Sainz, devant Charles Leclerc, donc doublé Ferrari, le premier depuis quand même quelques temps. Ouais. Est-ce qu'à la régulière, selon toi, Sainz avait la possibilité de gagner? Dans la construction de son week-end, est-ce qu'il avait la possibilité de gagner? Parce qu'au final, on l'a vu tout le temps devant Leclerc. Gagner. Pas très loin de Verstappen. C'est ça. Gagner, j'y aurais peut-être pas mis ma main au feu. Maintenant, être proche de Verstappen, ça je pense, parce que on a vu tout au long des essais libres, la Red Bull, le week-end dernier, elle était pas si à l'aise que ça à Melbourne. Notamment sur les longs relais, quand on regardait sur les types 2 comme sur les chronos, etc., la Ferrari avait l'air un petit peu devant. Mais de pas grand-chose, mais un tout petit peu devant. Donc, faut aussi se remettre un petit peu dans le contexte, mesdames, messieurs. Sainz, il a subi une opération de l'appendicite il y a quand même 15 jours. Hein. C'est vrai. Il a d'ailleurs raté le Grand Prix d'Arabie Saoudite par ça. Remplacé au pied levé par Berman, ce qui était une très belle performance.
Ouais, et je pense que pas mal de personnes, et moi y compris, hein, je pensais pas que Sainz pourrait être remis sur pied aussi vite, et je voyais déjà Berman dans cette voiture encore une Bah, fois c'est là, pour ce Grand Prix d'Australie. c'est là où on voit, enfin, c'est là où on ne peut pas avoir le stéréotype réducteur de 20 gugus derrière un volant Ouais, à tourner tout en à rond fait. pendant 1 heure et demie. Ils sont du même acabit que des joueurs de foot, ils sont du même acabit que qu'un C'est judoka. des sportifs de haut niveau. C'est des Ce sportifs de haut sont des niveau. Il n'y a athlètes pas de à haut niveau. tergiverser. Donc c'est-à-dire C'est ça. ils ont cette capacité quand même à se remettre dans le bain, à se réentraîner, tout ça, Mm. machin, assez rapide Et à se surpasser et à se aussi, surpasser. parce que je sais pas si tu as vu des images, mais déjà il y a eu des photos qui ont tourné là. Sainz c'est encore un énorme pansement sur le ventre, hein, Hmm. évidemment. Et en plus de ça, quand il marche, quand il est dans le paddock en dehors des phases de course, il a l'air assez livide et il a vraiment beaucoup de mal à marcher. Donc quand on pense qu'il a été dans une F1 pendant 1 heure et demie, Hmm. avec des températures à l'intérieur qui doivent être pas loin de 60 degrés, avec en Tu plus sors, besoin de mettre jusqu'à 150-200 kilos sur la pédale de frein tu sors, pendant 1 heure et demie, je le répète. tu sors de là, Euh, t'as perdu 3 kilos. ouais, en plus, avec la bouteille d'eau que tu as ou le sachet d'eau que tu as au bout de à peu près 4 tours et demi, ça devient du thé. C'est ça. Euh, donc, enfin, non, non, vraiment là-dessus, encore une fois, je l'ai déjà dit ici, Sainz c'est clairement pas dans mes pilotes favoris. Par contre, enfin, chapeau parce que la performance est très très belle, quoi. Oui, donc par rapport à ta question, comment dire, si Sainz, est-ce qu'on peut dire qu'il a construit sa victoire? D'une certaine façon, on peut dire que oui. En qualif, il devance Leclerc. C'est ce qu'on a remarqué. C'est quand même une tendance euh, qui, comment dire, était assez visible depuis le début de l'année, c'est-à-dire où Leclerc est quand même assez fort sur les essais, Q1, Q2, mais ça marche un petit peu moins bien en Q3. Donc là, Sainz, il est à peu près à 2 dixièmes de Verstappen, mais on sentait quand même qu'en rythme, il y avait peut-être moyen de se rapprocher de la Red Bull. Peut-être pas de la Mais prendre, mais au moins de s'en rapprocher. effectivement, hein, il y a une différence de rythme là, et à chaque fois Leclerc en Q3 n'arrive pas à tout mettre bout à bout pour aller chercher la petite perf qui lui manque, alors que des fois jusqu'à la Q2, il est devant. Et alors est-ce que c'est un problème de gestion de la pression chez Leclerc? Je sais pas. C'est quelque chose qu'on a déjà vu chez lui, hein, le fait de pas toujours réussir à garder, pardon, à gérer la pression. Donc c'est peut-être ça qui lui manque. Ce qui est bizarre quand même, c'est que Sainz est plutôt dans la position défavorable puisque c'est lui qui a pas de volant pour l'année prochaine, alors que Leclerc a un volant pour encore 4 saisons chez Ferrari. Est-ce qu'il veut s'affirmer plus que de raison? Je ne sais pas. Je sais pas si toi tu as un avis là-dessus. Mais voilà, c'est la vision que j'en ai. Bah, concernant Leclerc, il a, comment dire, une très grosse pression. Parce que c'est lui qui est censé avoir le leadership chez Oui, Ferrari. oui, mais il a son Maintenant, volant assuré. Et oui, il sait que l'an prochain et les trois suivantes, ils seront là. oui, mais tu conduis pour Ferrari. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai, mais c'est sa 6e saison chez Ferrari quand même. Donc Oui, oui, oui. il faut franchir ce step-là et réussir. Parce que je pense que c'est bête, mais la victoire, elle aurait peut-être dû être pour lui quoi, ce week-end. Elle devait pas être pour Sainz. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que régulièrement, quand même, Leclerc est devant Sainz. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Par contre, à chaque fois qu'il faut être là, eh ben, c'est Sainz qui est là. À chaque fois qu'il y a la Bah, victoire à aller on chercher, l'a c'est vu, Sainz. hein. On l'a vu, j'ai en tête Silverstone 2022, j'ai en tête Singapour 2023 évidemment, l'Australie 2024. À chaque fois dans ces courses-là, eh ben c'est Sainz qui tire son épingle du jeu. C'est ça. Même si sur le dernier relais, Leclerc est très très fort, Oui, euh, il fait le taf, hein. C'est-à-dire, dès le départ, il va aller chercher les McLaren, il va remonter, etc. Sauf qu'à partir du moment où il est P2, bah, c'est fini, parce que bah, Sainz, il est déjà trop loin, et Sainz va même creuser un écart. ouais, il y Donc, a, je crois, 12-13 secondes d'écart à un moment c'est entre les ça. deux. Ouais, Donc, à c'est la assez énorme. fin, ça se termine, il y a entre 2 et 3 secondes, euh, de par plusieurs facteurs, mais Sainz avait aussi levé un petit peu le pied. Ah, c'est ça, oui. Alors à la fin, il y a 2 secondes aussi, surtout
Allez, faisons la transition tout de suite. Allez, on y va. Il y a 2 secondes, à cause du VSC, Ouais. il y a un événement assez marquant qui se passe dans le dernier tour. Et tu vas nous raconter ça en détail, Pierre, et tu vas nous donner ton opinion là-dessus, qui fait qu'on déclenche le VSC, et donc évidemment les écarts se bouffent, surtout que Sainz est dans les premiers à arriver sur les lieux du, je sais pas si on peut dire un drame, mais sur les lieux de l'accident qui a déclenché ce fameux VSC, et donc il ralentit énormément et Leclerc revient un petit peu. Donc cet écart-là n'est pas représentatif. J'ai pas forcément en tête l'écart de l'avant-dernier tour, mais c'est ça qui serait, à mon sens, le plus juste vis-à-vis de la fin. Alors je crois quand même que Leclerc. Attends, j'ai peut-être dit une bêtise, parce que Leclerc revenait assez fort quand même. Il reprenait une seconde et demie par tour, mais je pense qu'on aurait bloqué les positions chez Ferrari, quoi qu'il arrive, on n'aurait pas Oui, laissé oui, Leclerc oui, attaquer. Donc vas-y, parle-nous de ce qui s'est passé dans ce fameux dernier tour, qui a enflammé la toile, enflammé le net, enflammé évidemment Twitter comme d'habitude, en nous ressortant des justificatifs d'il y a 20 ans pour parler de ce qui s'est passé. Oh, il y a pas que ça, hein. Je veux dire, ça a été même d'aller rechercher des dossiers qui n'avaient ni queue ni tête, mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, on est donc à l'entame du dernier tour. George Russell sur Mercedes pourchasse Alonso sur Aston Martin depuis déjà plusieurs tours. Et au moment d'aborder le virage 6, euh, qui est un droite assez serré qui conditionne ensuite toute une zone DRS. On a Alonso qui va freiner 100 mètres avant son point habituel, ce qui va avoir pour effet de surprendre Russell, d'envoyer Russell dans le décor et d'aller pulvériser sa Mercedes qui va revenir pêle-mêle sur la piste en équilibre sur les deux roues, je crois, gauche, non, Ouais, droite, il y a les deux je roues sais plus. gauches qui passent sous la Voilà. voiture, effectivement. VSC immédiate. Il y a des pilotes qui sont un peu obligés de passer un peu dans l'air pour passer parce qu'il y a des débris partout et puis bah, il y a la Mercedes en plein milieu. Après le Grand Prix, euh, on apprend que Alonso prend une pénalité de 20 secondes pour conduite potentiellement dangereuse. Euh, la première défense d'Aston Martin, ça a été de dire que Alonso avait un problème d'accélérateur. Alors moi, j'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris qu'Aston Martin a toujours dit que le problème d'accélérateur était après. Mais au moment de l'accident, pour moi, ils ont jamais évoqué le problème de Ça a l'accélérateur. été En tout dit cas, plutôt dit après. j'ai pas vu de document qui disait que le problème d'accélérateur avait été évoqué et qu'ils ont changé de version ensuite. Pour moi, le problème d'accélérateur, enfin, Alonso dit j'ai un problème d'accélérateur, mais peut-être 10 ou 15 secondes plus tard, il le dit pas sur le Hmm. coup. Et les données ont vraiment montré qu'il avait un problème d'accélérateur, mais vraiment après. Donc, alors, ce que l'histoire ne dit pas, c'est est-ce que du coup, il aurait pu manger Russell ou pas? Enfin, il se serait fait manger par Russell ou pas? Mange. Ça, on ne saura jamais. Mais pour moi, l'histoire de l'accélérateur est complètement dissociée et Hmm. disjointe de l'affaire Russell. C'est deux événements, même s'ils sont très proches temporellement, c'est Hmm. deux événements distincts. Alors, bah, à mon avis, je trouve pas la pénalité justifiée. Euh, ok, il freine 100 mètres plus tôt. Euh, tout pilote, euh, tout pilote qui se respecte, t'es dans le dernier tour, t'es pourchassé par un gars qui va avoir un boulevard de DRS, bah, tu freines un petit peu pour maximiser la sortie. Je veux dire, c'est déjà ce qu'il avait fait euh, à Interlagos l'année dernière, et ça avait choqué personne qu'il le fasse pendant 20 tours, où il prenait une trajectoire légèrement différente, ce qui lui permettait d'avoir une meilleure sortie et ce qui lui a permis de, en fait, de combattre Pérez. Donc là, bon, j'ai pas compris pourquoi, enfin, surtout une pénalité aussi dure. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu Ah un bah gros oui, c'est crash, énorme. etc. Moi, la pénalité me semble très sévère. Le crash, oui, peut être énorme. On peut se dire que, ah ouais, quand même. Bah, je rappelle que en 2012, Maldonado, sur une action à peu près similaire, il fait un carton identique et à l'époque, Alonso, il n'a pas pris 20 secondes de pénalité, hein. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Après, on en revient peut-être à un débat qu'on a déjà eu maintes et maintes fois ici, Pierre. Est-ce que la FIA juge l'action ou juge les conséquences?
Moi, je me suis fait exactement la Moi, je réflexion que pense que toi. c'est Si, plus si, les si conséquences, Russell c'est-à-dire, sort dans l'herbe, il c'est perd peut-être 2 de... secondes, etc., est-ce qu'Alonso se fait pénaliser? Moi, je pense pas. Et je pense qu'encore une fois, la FIA a marqué le coup parce que le crash était spectaculaire. L'accident a fait le tour des pages entières sur le net. Peut-être le tour des journaux télévisés, j'en sais rien. Et c'est ça que la FIA a pénalisé. Et je pense que c'est pas correct. Il faut vraiment dissocier l'action, enfin la des conséquence et la cause. conséquences. Voilà. Et c'est ce que la FIA ne fait pas malheureusement. Et pour moi, c'est un énorme tort. Ça veut dire que si tu arrives à bien te placer pour juste faire sortir ton adversaire mais lui faire perdre 3 secondes, t'as rien. Par contre, s'il s'envoie dans le mur tout seul, parce que pour moi, clairement, Russell s'envoie dans le mur tout seul, et bah Je, t'es je, pénalisé. suis je suis du même avis. Pour moi Russell, il est en plein dans le dirty air à ce moment-là. Oui, bah ça fait 10 Euh, tours qu'il y est. voilà, donc, ok, il se fait peut-être légèrement surprendre, mais bon, ben, on parle quand même de deux pilotes de Formule 1, quoi. Donc, Ben, c'est ça. Et voilà. quand tu regardes le on-board de Russell, euh, moi je vois pas de manœuvre d'évitement de sa part. Je vois pas de réaction brusque. C'est-à-dire que il se rapproche très vite Hmm, de la Aston la Martin, Stone, ouais. mais est dans le virage au moment du point de corde, c'est effectivement là où il est le plus proche, mais comme à chaque fois dans toute bataille, il y a toujours cet effet élastique en arrivant au point de corde. Mais il n'est pas à deux doigts de lui rentrer dedans et il n'a pas besoin de faire de manœuvres, etc. Moi, j'ai plus l'impression, très honnêtement, qu'il rentre un petit peu vite dans le virage. Il est Il a un peu rentré, de dirty air. pour moi, il est rentré un peu fort. Il y a le Ouais, dirty il air, y a le donc il y a les dirty air, on est perturbations d'accord. aéro, et il perd l'arrière. Et Basta, il perd terminé. l'arrière. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est vrai aussi que Alonso freine beaucoup plus tôt. Mais néanmoins, il y avait un écart qui était tel que pour moi, Russell n'a pas souffert de ça. Et il se plante un petit peu gentiment, comme il l'a déjà fait par le passé. Excusez-moi de le dire, Comme mais il- voilà, Singapour 2023, il fait la même avec, je crois qu'il est entre Norris et Hamilton. Et il c'est fait pas, exactement la même chose. c'est pas à Imola en 2020 ou en 2021, ou pareil, il plante la Williams alors qu'il est dans Imola les points. 2020, oui, c'est ça, ouais, où il se met tout seul dans le Ou décor, c'est ça? pareil, Sous safety car. voilà, il se met au tas tout seul. Ouais, enfin, pour moi, ça c'est 2000, assez. ça doit être 2021. Non, parce que 2021, c'est quand il rentre dans Bottas. Ouais, 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 Alors, il y avait ça, et l'année d'avant, il sort sous safety car, c'est ça. au moment d'une neutralisation. Donc, enfin, voilà, c'est des erreurs qui arrivent, mais il s'avère que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. On notera aussi que, quand même, pour rester sur Russell, on a parlé de son équipier Hamilton qui a abandonné, ce qui fait le premier double abandon quand même de Mercedes depuis l'Autriche, pardon, L'Autriche 2018. 2018, donc ce qui commence à remonter à presque 6 ans maintenant. Donc ça c'est quand même assez notable, pour qu'on en parle ici. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin spécialement d'avoir une alerte pour Mercedes là-dessus, sur la fiabilité en tout cas. Par contre, niveau perfo, ils sont pas trop là. Et moi, je les voyais beaucoup plus près de McLaren, justement, qui était pas si loin de Ferrari, en fait. Si par malheur une Ferrari avait un problème, j'ai Ils l'impression que étaient là, McLaren ouais. était parfait Ouais, ouais. pour Mmh. tirer les marrons du feu. Non, bah après, il y a deux choses. On m'enlèvera pas de l'idée que Mercedes n'a toujours pas résolu ses problèmes. C'est-à-dire, Ouais, on a beau nous vendre des problèmes de corrélation, machin. Non, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose où, à mon avis, il y a une mauvaise compréhension de ce règlement. bah, oui, mais Euh, ça va avec ça, la corrélation. En fait, la corrélation pour la corrélation, ça n'a pas de sens. La corrélation, elle te permet comment dire, de mettre au plus proche ce qui se passe sur la piste de ce que tu peux faire en numérique via les PC, hum, via la CFD, via tout ça, via les simulations. Et en fait, quand tu as une bonne corrélation, quand tu proposes des évolutions au numérique, que tu testes avec des nouvelles CAO, etc., des souffleries virtuelles, tout ça, quand tu passes sur la piste ensuite, quand tu as la bonne corrélation, ça te donne les résultats escomptés. Donc si tu vois au calcul que tu gagnes 3 dixièmes, quand tu vas arriver sur la piste, tu vas gagner entre 2 dixièmes et demi et 3 dixièmes et demi. Et là, c'est pas du tout ce qu'ils ont. Et c'est là où ils ont un problème de corrélation, et c'est là où ça les empêche d'avancer. Parce qu'il faut pas oublier que depuis quelques années maintenant, on est sous budget cap,
En plus, on a évidemment des essais qui sont hyper restreints. On a un nombre de tirs en soufflerie qui sont restreints, ce qui est aussi associé à ce budget de TAP et qui dépend donc de la position finale au classement de l'année précédente. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir 10 000 mises à jour qui arrivent pour un Grand Prix, et sur ces 10 000, on en garder qu'une et mettre tout le reste à la poubelle, parce que ça coûterait trop Bah, cher. sans compter, Donc, sans, les sans outils com- de corrélation et de simulation sont importants et sont primordiaux plus que jamais. Et le fait que McLaren ait un problème de corrélation, ça rejoint ce que tu dis, ça veut bien dire Non, qu'ils n'ont pas Mercedes. compris le phénomène. Mercedes, pardon, oui. Tu fais bien de me corriger. Le fait que Mercedes ait ce problème de corrélation, ça montre qu'ils n'ont pas compris le règlement, parce que ça veut dire qu'il y a au moins un concept physique qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas intégré, qu'ils n'ont pas simulé dans leur modèle. Et c'est ce qui les met dedans. Et donc c'est pour ça que la corrélation, si, c'est bien un problème de corrélation à la base, mais qui vient d'un problème de compréhension du règlement. Les deux vont ensemble en fait. Tu peux pas, enfin pour moi, tu peux pas disjoindre les deux. Et tu parlais du budget cap, bah, le week-end australien, il leur coûte cher, hein. Je veux dire, t'as une monoplace où il y a un châssis en partie à reconstruire, donc ça va, ça risque de coûter cher, plus un moteur. Alors, ouais, alors le moteur, bah, du coup, c'est un de moins dans la location. Et je Mm. crois que. Alors, je sais pas exactement comment est gérée la partie moteur dans le budget de cap, parce que comme tu as des écuries qui sont Mm. motoristes et pas d'autres, ça peut avoir son impact. Ceci dit, je veux rebondir sur un truc. Tu parles de châssis détruit. Il me semble que c'est pas la seule équipe Mercedes qui a eu vu un châssis Non, complètement détruit ce week-end. non, non. Je te vois venir, bah, on peut en parler. Alex Albon qui a déglingué sa voiture Ouais, en... pulvérisé, Voilà. tout ce que vous voulez. C'était en FP... FP2. FP2? Attends. Non, Oui, FP1. ouais, FP1, je crois qu'il rate la FP2, effectivement. Ouais, ouais, tu as raison. FP1. Et donc, bah, chez Williams, il n'y a pas de troisième châssis. Ils n'étaient pas venus avec un troisième châssis. Parce qu'en fait, Parce ils n'ont pas de troisième châssis. Ils n'ont qu'ils pas eu le temps d'en ils construire en un ont troisième. pas, donc Parce que même pour Suzuka, qui est dans 15 jours, ils n'auront ils toujours en pas de auront troisième pas. châssis. Ouais, exactement. Et donc là, bah, interrogation, interrogation, et solution, eh ben, on demande à Sargent de laisser sa voiture. Albon. Alors ça, je crois que c'est à peu près inédit. Le fait, enfin, récemment, dans l'histoire moderne, c'est sans doute arrivé dans les années 70 et 80, mais Oui. le fait de demander à un pilote de retirer sa voiture avant la course au profit de son équipier, ça me semble inédit. Alors évidemment, certains vont me parler de la fin des années 90, là, quand il y avait des accidents type Spa 98 ou Montréal 98 avec les deux ou trois départs, Oui. ou New York 99, etc. Où des fois certaines équipes avaient les deux voitures prises dans l'accident, donc les deux voitures étaient détruites et on avait un seul mulet à l'époque pour les deux. Donc évidemment, là, tu es obligé de faire un choix, il n'y a qu'un des deux un des deux pilotes qui peut prendre le départ. Mais les deux se sont crashés, etc. Là, c'est pas le cas. Là, on a un seul pilote qui s'est craché en FP1, comme tu l'as dit. Sa voiture était détruite, pas réparable, pas de châssis de rechange. On n'a plus de mulet, évidemment, depuis peut-être 20 ans maintenant, pour des questions de réduction de coûts. Donc, il faut reconstruire une voiture, ce qu'on ne peut pas faire ici, en tout cas dans les conditions de Williams. Donc, on demande à ce pauvre Logan Sargent de laisser sa voiture à partir des FP3 pour FP3 qualifier course au profit d'Albon, quoi. Quel était le, enfin, quel regard tu as là-dessus, toi? Enfin, encore une fois, comme je le dis, je pense que c'est à peu près inédit. Comment Williams a un peu marché sur des œufs pour le justifier? Maintenant, toi, est-ce que tu es partisan de ça, sachant qu'il y a quand même un gros écart de niveau, selon moi, entre Il y a Albon et plusieurs, Sargent? Est-ce que il y tu a, es partisan ou pas de ce genre de il y manœuvre? a plusieurs petites choses. Ils ont tardé à signer Sargent l'année dernière, première chose. Albon, oui, il est incontestablement meilleur que Sargent. Demander à Sargent, pardon, de laisser sa voiture à Albon, dans l'esprit de Williams, c'est se dire on a peut-être un point à aller chercher. C'est ça, exactement. Un point que Sargent n'aurait jamais été en mesure d'aller chercher. Ouais. Donc ça, ok, je le comprends. Maintenant, ton deuxième pilote, t'as misé un petit peu dessus. Bah Tu voilà. l'as reconduit, t'as attendu quasiment la fin de la saison. Il a fallu un petit déclic. Le déclic, ça a été à Austin, où il marque un point. Mm, Au niveau de la confiance, pas évident. Imaginons dans 15 jours à Suzuka, Albon replante la voiture, tu refais la même.
Bah, en fait, et là où, enfin, je suis assez d'accord, et là où tu as raison, c'est que c'est bien Albon tout seul qui se plante. C'est ça. C'est lui qui fait l'erreur. Et comme tu as dit, il y a un deuxième pilote, tu as misé sur lui un moment. Quel intérêt d'avoir un pilote dans ta voiture si tu ne lui fais pas confiance pour obtenir le meilleur résultat possible? Je veux dire, ça c'est quelque chose que j'ai dit, mais même chez Red Bull, à mon sens, même chez Red Bull, ça ne serait pas arrivé. Et je pense que ce serait l'équipe la plus propice à le faire. Mais demain, Verstappen pulvérise son châssis avant la qualif, on ne lui donne pas le châssis de Perez. J'en suis persuadé. Et le fait que Williams fasse ça, moi ça me choque un petit peu. Je suis pas hyper partisan. Je comprends que ça soit difficile, je comprends que chaque point compte. Maintenant, bah, dans ce cas, ça veut dire mettez un autre pilote dans la voiture, quoi, et on n'en parle plus. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est pas C'est pas très très juste, sport, c'est c'est pas pas très très fair, sport, c'est c'est pas pas. très juste vis-à-vis de, Mm, vis-à-vis de Sargent. Maintenant, on sait aussi que chez Williams, je vais pas dire chaque sous compte, mais on n'en est pas loin. ouais, Euh, voilà, ben, je veux dire, la situation, elle est quand même assez précaire chez Williams. Euh, je suis d'accord. et il y a tout un tas de process, il y a tout un tas de choses qui ont besoin d'être modernisées à Groove. Enfin, et Mm. ça c'est depuis des années Bah, que depuis plus de 20 ans c'est que ça. c'est pas rénové. Ça là, donc bah tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à une autre écurie, ça. Mais Tu veux dire une autre écurie dont les résultats sont déplorables ouais, et qui est dans un état un peu moribond? franco-britannique. Ouais, une écurie Ah, franco-britannique. on va peut-être en Mais, parler. Même si Clément n'est pas là, on va en parler. mais, mais voilà, donc Valls, il est en place. Jusqu'à maintenant, moi, sur sa gestion, je trouvais que c'était assez intelligent. C'est un ancien de chez Je suis Mercedes. d'accord. Ouais. Euh, il a un bon premier pilote, Albon. Maintenant, même quand ton premier pilote se plante, ben, c'est à lui d'assumer les conséquences aussi de ses actes. Je sais Bah, pas. je suis assez d'accord. Alors, la question, voilà, moi je vous la pose, à vous de répondre. Est-ce que du temps de Frank Williams, tu prends par exemple la saison, allez, j'en sais rien, 92, ils archi-dominent, machin, tout ça, t'as Mansell qui plante la bagnole, en qualif ou un truc comme ça. Est-ce que tu vas voir Patrese et tu lui dis, hé, au fait, tu cours pas, hein. La deuxième, elle est pour Nigel, là, hein. Je Bah, sais, effectivement, non, mais ta remarque, elle est bonne. Moi, ouais, je pense pas, hein. Je pense que ta question, elle est un peu rhétorique. Je pense que tu as un peu la réponse en la posant, mais je pense pas. Je pense que, et encore une fois, même, c'est assez inédit. et même on parlait des années 70 et 80. euh, je me souviens le week-end du décès de Ronnie Peterson à Monza. Mhm. Je crois que Peterson avait planté sa voiture. Andretti avait planté sa voiture. Donc Égalité. il y avait une 79 de rechange. Oui, Elle a été pour Andretti. Il y avait une 78 comme par miracle qui avait été amenée, qui a été pour Peterson. absolument. Mais bon, ça, compte tenu, là, les deux pilotes avaient planté la bagnole. C'est ça, ouais, bien sûr. Mais tu vois, Donc à ce voilà, moment-là, il y a bien un choix qui est fait. Il y a bien un c'est choix qui est ça. fait. Mais tu pénalises pas complètement l'autre. Tu l'empêches pas de s'exprimer. Il est C'est pas à son plein exactement ça. potentiel, mais tu l'empêches pas de s'exprimer. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est une situation inédite que je sais pas si dans une autre équipe, même quelle que soit l'époque, on aurait vraiment vu ça. Ouais. Je suis assez d'accord. Je Bon, pense bah, on est assez bon là sur le sujet Williams. Je te propose de parler d'une autre équipe. On a tendu la perche. Allez, bah oui, voilà, tant on qu'elle y est va, fraîche. hein. Une autre équipe pas forcément en forme. Nos amis de chez Alpine. Parlons-en brièvement, succinctement, mais parlons-en quand même. Bah, On Ocon a et Pierre Gasly, Gasly quoi. qui finit 13e. Alors, quelque chose qui pour moi est passé inaperçu. Il a pris une pénalité de 5 secondes pour franchissement de la ligne à la sortie des stands. Moi, je n'avais pas capté. C'est en regardant les résultats après course, 2 jours après, que j'ai vu. Et on a notre ami Esteban Ocon qui finit à une solitaire 16e place. Et dernier déclassé. C'est ça. Bon, Est-ce bah, qu'il y a grand chose de plus à dire? non. Non, bah, on va, Moi, ce à que je mon dirais, avis, ce que j'ajouterais, c'est que
avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Mais si Verstappen n'abandonne pas, pardon, si Hamilton n'abandonne pas et si Russell n'abandonne pas, là quand même on a un alignement de planète qui est assez exceptionnel, ça n'arrive jamais ça normalement. Gasly il finit 16 et Ocon il finit 19. Avec entre les deux Sauber. On en était légèrement. Il y avait un petit peu de baume au cœur après Jeddah parce qu'il y avait une belle perf. C'est Ocon, je crois, qui fait une course honorable. Oui, parce que Gasly prend pas le départ. Donc Ocon fait une course honorable. Là encore, Ocon passe en Q2. Ce qui était perçu comme une victoire chez Alpine, là, moi, ça me fait un peu de la peine pour ces garçons, ces deux super pilotes français qu'on a là, de les voir s'extasier pour une 15e place, ça me retourne. Euh, mais en course, c'est pas ça, quoi. En course, c'est nulle part. Donc, Alors, il me semble quand même que pour Ocon, je crois qu'il y a un arrêt foiré. Il me il doit semble. y avoir un arrêt foiré, effectivement, Bon, mais, c'est pas mais les quand même, pires. quoi. C'est pas les pires, hein. Chez Kick-Sauber, ils nous ont montré Ouais. qu'ils avaient récupéré les mécanos Speedy de chez McLaren de la période 2012-2013. Je sais pas s'ils ont fait un seul bon arrêt cette année, Sauber. Franchement, C'est chaque arrêt est une c'est une catastrophe. cata. Et touche le fond et creuse encore. C'est à peu près ce qu'on pourrait écrire dans le bulletin de Sauber cette année, là, sur les pit Donc, stops en tout cas. non, bah après, pour revenir à Alpine, oui, bah, je pense que Gasly et Ocon, ben, ils essaient de faire avec ce qu'ils ont. Maintenant, ben, les week-ends passent et se ressemblent. Ouais. Je pense qu'au Japon, il n'y aura pas d'évolution. Faudra attendre peut-être leur tour en Europe. Ah, mais on peut pas attendre le retour en Europe, Pierre. Le retour en Europe, il est le 19 mai. Il est dans un Ben mois et demi, le oui, retour en le Europe. retour C'est en c'est fini, Europe, ça. Je c'est à suis d'accord avec partir. toi. Moi aussi, j'ai encore ce réflexe-là de dire le retour à l'Europe. Mais avant, le retour à Oui, l'Europe, bah, c'était il reste Barcelone le à la Japon, il reste la mi-avril. Chine, il Maintenant, reste c'est Miami. Donc, deuxième quinzaine de mai. Ça veut dire qu'on aura déjà fait 6 grands prix avant de revenir en Europe. Je pense que les équipes de F1 ne peuvent plus se permettre. ah Moi aussi, bah je suis oui, d'accord avec toi. J'ai ça paraît ce loin, réflexe-là. mais d'un autre côté, compte tenu de la situation d'Alpine, je vois pas ce qu'ils vont faire de mieux. Souviens-toi l'année dernière, McLaren, le premier step, je crois, était arrivé en Azerbaïdjan. Oui, 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 non, mais bien sûr. Alors, Mais l'Azerbaïdjan à l'époque, c'était le 30, enfin l'année dernière, c'était le 30 avril. c'était la Euh, quatrième course, tu vois. C'est et ça la c'était la différence. quatrième course. Là, on parlera de la septième course. Et c'est là, je pense, qu'est toute la différence. Moi, le fait d'attendre la quatrième course pour pouvoir mettre une grosse évo, ça me choque pas, tu vois. Il faut laisser du temps. Mais par contre, la sixième ou la septième même, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Plus de 2 mois et demi après le début de la saison, je pense qu'il y a un gros problème de réactivité si c'est le cas. Ouais. Après, on parle d'Alpine, on parle pas de McLaren. Donc la force, Ouais, c'est vrai aussi, McLaren a la force, montré qu'il la, savait la développer. force, la force de réaction et de développement, c'est pas du tout les mêmes. Mais effectivement, ouais. Effectivement. Je te propose, là, on commence à arriver doucement sur la fin de notre chronique. Plutôt belle performance à salut des As qui font 9 et 10e. Ça, je pense que c'est assez, Bah, assez beau pour le noter. On n'y attendait pas forcément. La Haas, mine de rien, par rapport à l'année dernière où elle pouvait être bien en qualif, mais par contre c'était une poubelle en course. Bon, elle est pas terrible en qualif, mais en course maintenant elle préserve les pneus et aussi bien Hülkenberg que Magnussen, ils ont l'air plutôt contents pour l'instant. À voir Ouais, il après, montre plutôt des belles choses, je suis d'accord. à voir avec les Evo comment ça peut évoluer. Évidemment. Évidemment, quand on arrivera en Europe, justement, on aura sans doute un tableau bien différent. Mais n'empêche que As, bah, pour la deuxième fois de suite, ils marquent des points. Ils sont septième au classement et ils sont devant Williams, Sauber et Alpine qui ont toutes les trois leur score complètement vierge. Je voudrais juste revenir sur un tout dernier point. Oui, Tu as parlé de la bonne forme des McLaren. Oui, je confirme. Maintenant, il y a juste un tout petit truc qu'on n'a pas abordé. C'est le switch des positions entre Norris et Piastri qui, pour moi, mhm. était justifié. Norris, à Ah, je ce suis moment-là, d'accord. Ouais, ouais. alors, deux choses. Norris, il avait un train neuf au niveau Oui, pneus et il était beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Donc, le switch, c'était le cas échéant, si pour Leclerc, il y a un problème quelconque, on va tout le à fait. chercher. Euh, je pense que si Piastri avait suivi le rythme de Norris, je pense qu'à un moment donné, ils auraient switché
et Piastri aurait potentiellement pu terminer troisième. Je pense aussi. Maintenant, on l'a vu, Piastri il fait une erreur aussi à un moment donné, il salit ses pneus, machin, tout ça, et il Bon, il finit. n'avait pas le rythme, hein. Il avait pas le rythme de Norris. Voilà, il avait pas le rythme de Norris, donc c'est aussi pour ça qu'ils ont pas switché à la fin. Ouais, on est Euh, d'accord. Non, non, donc, et puis en plus, je pense qu'il fallait, même si la performance n'était pas celle attendue, il fallait couvrir Perez. Même si Perez oui. finit à plus de 20 secondes de Mm. Piastri, je pense qu'il fallait le couvrir au cas où, parce que, en tout cas, à la place de McLaren, ça semble légitime de se dire, j'ai une Red Bull derrière moi, elle va m'attaquer, je peux pas me permettre de perdre du temps avec mes deux pilotes, d'avoir le pilote derrière qui dégrade ses pneus et qui sera complètement à la merci d'une attaque, et potentiellement un podium qui s'échappe à la fin de la course. Donc complètement d'accord avec toi, c'était justifié. Et dernier petit point avant de conclure, je suis Ah moi désolé. je voulais parler du Oui. régional d'un autre régional de l'étape, en Ah, plus de Piastri. ah bon, il y en avait un autre. Ah bah c'est bizarre, on l'a pas vu. Ouais, on l'a pas vu et Du tout. alors Non mais du tout. il finit 12e quand son équipier finit 7e, donc on C'est parle bien ça. évidemment de Daniel Ricciardo. J'attendais pas grand-chose de Racing Bull cette année et finalement c'est pas si mal, mais c'est pas si mal chez Tsunoda. Par Oui, contre, Daniel Ricciardo, bah en qualif, il faudrait lui rappeler qu'il est revenu dans la voiture. en Parce qualif, que, en qualif, il est 18e quoi, hein. Quand Tsunoda il est 8e quoi. bah, c'est ça. Et il y a une sacrée claque. Moi, on était beaucoup, moi, je m'inclus dedans, hein, à le voir à la place de Perez en 2025, voire mi-2024. Mais on mettait Euh, des conditions. On mettait des on mettait des conditions, conditions, on mais on met- pensait, moi j'avais espoir sur le fait qu'il pouvait les remplir ces conditions, parce que je trouvais que les quelques grands prix qu'il a fait fin 2023 étaient plutôt prometteurs. Là, moi maintenant, j'en suis à un point où je me demande même si cet été il sera encore dans les Racing Bull. Ben, d'ailleurs au Japon, il me semble que pour la première séance d'essai, il laisse son paquet. Ah, Oui, à Yumui Iwasa. Ouais, tout à fait. Après, bon, il y a deux sessions obligatoires par an pour des jeunes pilotes. On est au Japon, il y a Iwasa qui est dans la filière Red Bull. Ça me choque pas spécialement. Je sais pas s'il faut avoir un signe. Peut-être, parce qu'en plus, ça te permet d'avoir dans la même séance deux Japonais deux dans japonais, ta bien voiture. sûr. Tu vois, là, je pense que c'est une coïncidence à laquelle il faut peut-être pas trop prêter attention. Ouais, mais il faudra voir sur la deuxième séance sur qui ça tombe. Bah oui, oui, même maintenant, la deuxième séance, elle sera peut-être après l'été. Et après l'été, Hmm, Ricardo sera peut-être plus là, hein. C'est ça c'est qu'il faut ça. voir, je C'est pense. Tsunoda, il est plutôt bien, Ouais, même si la Racing Bulls, bon, elle est pas exceptionnelle, hein, mais bon, elle est déjà mieux que l'AlphaTauri de l'année dernière. oui, complètement. Euh, mais en tout cas, sur ce qui concerne Daniel Ricciardo, il est pas dedans. Enfin, clairement, là pour Non, il est l'instant, pas dedans. il est absolument pas dans le coup. Euh, et potentiellement, il bloque un baquet. Donc, ben, à surveiller parce que je pense pas que Helmut Marko va être aussi patient qu'il a pu l'être par le passé. Pour moi, il y a déjà eu un ultimatum qui a été donné, donc je pense que la fin, enfin, ça sent la fin. Et je voyais plutôt Tsunoda se faire montrer la porte, et finalement, Tsunoda va peut-être devenir le taulier de cette équipe Racing Bulls. Donc à suivre, mais c'est pas forcément enchantant. On a parlé d'à peu près tout le monde. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ouais, j'ai juste un dernier coup de gueule. Je suis désolé. Ah, Euh, je pense savoir quand, de quoi tu vas parler. quand Verstappen a abandonné, Ah, on parle pas de la même chose. il y a eu plusieurs débris de carbone, notamment Ouais. dans les deux derniers virages. Dans les deux derniers virages. Ah oui, c'est vrai. À Oui, tu as raison. aucun moment du Grand Prix, à aucun moment, je vous laisse regarder, à aucun moment ça a été ramassé. Non, Je non, suis, dé- les débris étaient encore là au dernier tour. Ouais, je me je suis fait la suis même désolé. réflexion. Moi, je suis désolé, on est en 2024. C'est un truc, ça me met en colère. Bah ouais, c'est clair. On parle. Surtout que quand on- Verstappen a son problème, C'est t'es ça. encore dans les premiers tours, le peloton est compact, tu sais que tu as une Ah, minute voilà pour quoi. envoyer une personne aller chercher ce morceau et c'est largement faisable. Il y a des VSC, je pense qu'à un moment donné, t'as quand même assez d'écart, machin, tout ça. Euh, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est ultra dangereux. Enfin, je veux dire, On est alors, d'accord. c'est pas la portion la plus rapide du circuit. Ok, Même. mais t'as deux bagnoles qui arrivent de front, t'en as une qui cisaille deux pneus d'un coup.
Ah bah clairement, clairement. Ouais, on est d'accord. Donc moi, Je pensais que tu allais nous parler de la gestion de la VSC et du drapeau ou du drapeau rouge à l'accident de Russell, tu non, vois. parce que, enfin, ça là-dessus, vas-y, je te laisse t'exprimer. En Pour fait, toi, le problème que j'ai, le pour problème, toi, il c'était fallait un drapeau drapeau rouge rouge. ou VSC? Ouais, pour moi, c'était drapeau rouge. Pourquoi? Parce que la VSC, elle a besoin de delta et le temps qu'un pilote arrive, il voit son delta. Ils doivent réagir, donc il a les yeux sur l'écran, il n'a pas les yeux sur la route à ce moment-là. Il voit Russell, on ne sait pas ce qui peut se passer. Au moins, tu mets drapeau rouge, tout clignote, ça se met tout de suite et tout le monde ralentit. Il n'y a pas de débat. De toute façon, la course, elle est finie. Que tu mettes safety car, VSC, red flag, le résultat sera le même. Donc pour moi, ce qui est le plus sécurisant pour tout le monde, c'est le drapeau rouge, encore plus au dernier tour. Moi, j'ai pas de problème à voir une course finir sous drapeau rouge. Qu'est-ce que ça change par rapport à finir sous VSC? Pour moi, rien. On n'est pas aux États-Unis où on veut préserver le dernier tour pour éventuellement peut-être avoir Un un green overtime. white checkered, un overtime. Oui, excusez-moi pour les termes des anciens, les green white checkered, hein. Mais, mais voilà, c'est tout. Là, pour moi, le drapeau rouge, je comprends pas. Il y a sans doute plein de personnes qui nous expliqueront le contraire, mais je comprends pas comment, avec cette image sous les yeux, la direction de course n'appuie pas immédiatement sur le drapeau rouge. Et c'est pas au commissaire de piste de le faire, hein, évidemment. C'est la direction de course qui doit le faire. C'est elle qui doit déclencher le drapeau rouge. Et pour moi, ça se fait dans les 30 secondes maximum, quoi. Il faudrait même pas qu'une voiture ait le temps d'arriver. Pour moi, il y avait drapeau rouge direct. Tu vois la voiture, elle est à moitié retournée, etc. Il n'y a pas à se poser la question, quoi. Et la FIA est trop frileuse, et un jour, je pense qu'à être trop frileux comme ça, elle va se mettre elle-même dans une situation très difficile, et il peut y avoir plus de dégâts que ce qui était au départ, quoi. Ah, on a déjà eu Mais tu quelques m'avais pas l'air exemples. d'accord. Tu m'avais pas l'air d'accord. Non, moi je trouvais que la VSC, alors oui, on est en fin de course, oui, il y a un delta à respecter. Maintenant, bon, pour moi, il y avait assez d'écart D'accord. les gars derrière. C'est pas comme si tu avais un paquet où tu avais des pilotes derrière à 5 secondes, quoi. Non, mais j'entends, j'entends. Bah, effectivement, mais Donc, ça aurait pu être dangereux. Et est-ce que je, pour dans le moi, cas que tu pour, décris, est-ce que la réaction de la FIA elle aurait été différente? Bah, j'en suis pas sûr. Et pour c'est ça moi, qui me gêne. pour moi, ce qui a été dangereux, même si on est sous VSC, ça m'a quand même choqué de voir des pilotes obligés de passer en partie sur l'herbe Hmm. pour contourner une voiture. Ça, Après, par contre, ouais, ça m'a ouais. un peu dérangé. Et bah, c'est là où, quand tu as une voiture qui est sur la trajectoire, pour moi, ça mérite drapeau rouge instantanément. Voilà. Donc, bon, après, chacun son point de vue. Vous pouvez nous dire, vous, Ouais, dans les dites-nous vous ce commentaires, que vous en ce pensez que vous en là, pensez. entre VSC, Est-ce que la drapeau direction rouge, il faut relancer pour 2 tours, il faut enlever le titre de Verstappen, comme vous voulez. Allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. et puis, ben, on compte sur vous, le petit pouce bleu, la petite cloche, et puis, ben, si vous voulez vous expliquer en commentaire, vous vous expliquez en commentaire. On vous demande juste que ça reste assez calme. Voilà, c'est tout. Exactement. Bon, voilà, je pense qu'on est arrivé à la conclusion de cet épisode Bah ouais, sur le Grand Prix d'Australie 2024. Pierre, je te remercie pour les échanges et ton analyse. bah On écoute, était parfois d'accord, parfois pas d'accord, mais c'était toujours c'est très intéressant. c'est le principe du débat. C'est le principe du débat, parce que, alors sinon, on pourrait faire l'émission tout seul, et ce serait d'un chiant. Mais je vous dis pas. On se revoit pour la prochaine fois le 7 avril au Japon. Ce sera encore un horaire matinal, quelque chose aussi comme 6-7 heures. Dans une course qui sera peut-être intéressante, peut-être pas. Avec le Japon, on a les deux extrêmes, hein, il n'y a pas d'entre-deux. Donc à vous de voir. Peut-être une autre victoire non verstappenienne. Ou Peut-être une Verstappen, ultra. ou Verstappen qui reprend sa marche en avant, mais dans... Bizarrement, j'ai le sentiment que ce sera plutôt le deuxième et qu'on aura à nouveau une grosse Ça, domination de Red Bull. moi je dis, Mais ça dépend attends, de la météo. ça peut dépendre de la météo. Alors après, sous la pluie, Verstappen, je pense qu'il est à peu près imbattable. Donc attendons de À voir. voir, à Et voir. voilà, on vous souhaite un bon visionnage, une bonne journée et à dans 15 jours pour le Grand Prix du Japon. Ciao! Bonne journée à tous, à très bientôt, merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao, ciao.